Que vous soyez sur le chemin du retour ou pour certaines et certains sur le chemin de l'été indien et des vacances non scolaires petits chanceux, bienvenue en tous les cas dans ce nouveau mois drama où j'ai vraiment fait le plein. En particulier, vous verrez au niveau des formats verticaux, zéro shame. C'est le grand retour des Coréens également, dont j'espère que vous y trouverez votre bonheur. En tout cas, moi j'ai une jolie pépite à vous proposer ce mois-ci. Bonjour, bienvenue sur Décalé. On entame donc notre 4e année de service sur Décalé et a priori pas de raison que je sois au chômage ou en manque de matériel à vous proposer. Merci beaucoup en tout cas de me suivre dans mes aventures drama et j'espère vous voir toujours plus nombreuses et nombreux. C'est parti, les tops. The Road to Splendor. Le coup de cœur du mois et également depuis Splendid Match pour cette série chinoise qui nous replonge avec bonheur dans la Payeon Ming, dont je rappelle que vous pouvez découvrir sinon tout, en tout cas pas mal de secrets dans l'épisode que j'ai consacré à cette période et que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait. Petit canaillou. C'est la 2e collab des acteurs qui avaient travaillé sur Melody of Golden Age qui, pour être honnête, ne m'avait laissé aucun souvenir impérissable. Mais là, bingo, 2 ans plus tard, la collab cartonne et que ce soit pour l'alchimie entre les deux acteurs, la prod sublime avec le réal de Prisoner of Beauty et Shadow Love aux manettes, une BO qui décolle comme on n'en avait pas eu depuis un bail et une histoire solide, et n'en jetez plus. J'étais emballée. C'est le meilleur rôle à mon avis de Ding Yusi depuis The Romance of Tiger and Rose et je n'ai pas du tout compris la vague de saloperies qu'il s'est payé sur son physique et sur son jeu parce que je l'ai trouvé vraiment efficace et touchant. Le pitch, c'est bienvenue dans les dégueulasseries de la vie des femmes en Payeon Ming sur fond d'intrigues de cour et de gabelle avec une nénette lourdée par sa famille lorsqu'un scandale met en question sa chasteté alors que c'est un immonde complot entre une belle-sœur à la jalousie féroce et un fiancé qui pique un caprice et veut pas de la noce. Bon, tout ça pour dire que la vie des femmes valait pas tripette et qu'il fallait avoir le cœur bien accroché pour se sauver les miches dans toutes les choses trappes qui pouvaient t'attendre, surtout quand tu viens d'une bonne famille qui t'élève comme un pot de fleurs, qui certes fait joli dans la déco, mais potentiellement sacrifiable histoire de pas faire de tâche à la réputation familiale. Notre Magnolia, qui est loin d'être con, a bien compris en tout cas qu'on peut être féministe, mais qu'un homme est quand même utile pour manœuvrer dans la société dans laquelle elle vit, et se met donc en assos avec un contrebandier dans le sel avec lequel c'était pourtant mal parti, et va l'aider en contrepartie justement dans sa carrière de zéro à héros, notamment auprès de l'empereur qu'il croise en tant que prince héritier en goguette, mais surtout parce que, comme la série le montre très bien aussi, les femmes ont peut-être besoin des hommes, mais la carrière des hommes, sans la bonne épouse à leur côté, est compliquée. Chacun a besoin de l'autre. Le partenariat est un bonheur, tant ces deux-là sont bien assortis et nous donnent de beaux moments de délicats troubles, que ce soit un frôlement d'oreilles, de mains ou d'épaules, ce qui me fait donner une patate par principe de sensualité victorienne. La série te régale de visuels de qualité et te donne plein de saloperies à détester, tellement nos deux tourtereaux auront de bâtons dans les roues, ce qui nous donne au passage plein de rôles féminins assez gratinés. Our Sticky Love, pas un chef-d'œuvre loin de là, mais je n'ai néanmoins pas boudé mon plaisir avec cette comédie coréenne bourrée de clichés, à commencer par son décor village de campagne où échoue malgré elle une procureure de la ville après une attaque par un gang qui la laisse amnésie. La récupère un des mecs du gang qui est amoureux d'elle depuis le lycée, malgré seulement 2 rencontres fortuites mais qu'on a envie de nommer prédestinées, et qui, pour la protéger, l'emmène dans son village se mettre au vert en lui affirmant qu'il est son fiancé. La donzelle a de sérieux doutes mais essaie de faire bon an mal an et on a donc l'intrigue du poisson dans l'eau dans le village avec les bonnes commères du coin et les comiques habituels de situation, notamment autour de la cohabitation du couple vu que le type est on ne peut plus respectueux. Et de l'autre côté, l'intrigue contre-attaque du gang qui ne prend pas très bien le micmac et la défection du perso masculin. Ce qui tient l'affaire, c'est comme d'habitude un cast aux petits oignons et même si l'actrice principale est too much, impossible de résister au charme de l'adorable mec de Love Next Door. Il est vraiment chou et nonobstant l'ambiance pleine de fraîcheur de la série, il vaut le coup d'œil et est très touchant, notamment dans son arc avec sa grand-mère ainsi que son rapport avec la pluie. On continue avec Royal Betrothal. J'ai une impression très mitigée sur cette série qui partait pas mal et a d'excellente qualité, que ce soit dans sa prod ou son casting, parce qu'on a un groupe d'acteurs secondaires véritablement excellent et que j'ai eu plaisir à les suivre tout du long. C'est presque le hic d'ailleurs parce que du coup ils volent quasiment la vedette au couple principal constitué du pourtant pas très déplaisant à l'œil Shen Juyen et de l'efficace Wu Tinyen qui reste en effet efficace. Sauf que je n'ai jamais cru un instant à leur couple qui semble exister uniquement par la grâce du scénario, donc c'est un peu ballot. Et ce n'est pas que l'actrice ne puisse pas matcher avec des acteurs plus jeunes comme on a pu le voir dans The Double, c'est juste que dans ce cas-là quelque chose ne fonctionne pas. En tout cas c'était mon impression. Le pitch, c'est une orpheline qui a été kidnappée dans son enfance par un gang de truands et qui est arrivée à s'en sortir par l'intervention d'un mystérieux
du jeune seigneur. Des années plus tard, fidèle à l'engagement qu'elle a pris auprès de lui, elle s'apprête à passer des examens impériaux pour devenir une femme fonctionnaire, mais rencontre au hasard d'une enquête un seigneur avec lequel elle se frite et qui se trouve, je te le donne en mille et mille, non seulement celui qu'elle avait rencontré dans son enfance, mais qui plus est l'empereur qui se balade incognito avec son groupe de potos. Évidemment, elle le retrouvera à la capitale lorsqu'elle réussit ses examens malgré la chirie de bâtons que des bitches lui mettent dans les roues, et ça fait alliance au nom du bien de l'État au milieu de tout un tas de complots provenant d'un ambitieux masqué qui convoite le trône et d'une secte d'un ancien royaume qui cherche à se venger de l'assassinat de ses souverains et de leur défaite. Malgré un quelque chose de raté, la série est loin d'être un flop et s'apprécie pour ses visuels, ses magnifiques costumes période Tang, avec un style pour la robe de l'empereur qui me faisait penser personnellement à du Klimt. Et croyez-moi, ça le fait. Et comme je vous le disais, une excellente galerie de personnages secondaires et leurs arcs que j'ai trouvé très réussis et qui permettaient à Wu Tinyan de retrouver son mari très moins que parfait de The Double. See You at Work Tomorrow. Série coréenne très sympathique avec une nénette en crise amoureuse avec un petit ami chanteur qui souffle le chaud et le froid et qui se fait exploiter au boulot, mais se retrouve à collaborer avec un type brillant récemment divorcé à la réputation antisociale. En soi, tout un cliché, d'autant que la réputation du type repose en fait sur un profond malentendu et qu'on a de base juste un type discret mais efficace. Les deux se mettent en couple de manière aussi discrète et efficace dans une relation sans red flag, ça se consomme sans déplaisir, mais ne laissera pas pour autant de traces impérissables, hormis un joli flex de la main à la Darcy. Love for You, série chinoise avec deux âmes en détresse quand une gamine atterrit dans le foyer d'un gamin qui traficote dans les rues avec ses potes parce que la maman de la fille se met en couple faute de mieux avec le père du mec qui, n'ayons pas peur des mots, est un infâme salopard qui torture le môme. Maman Bitch n'est pas en reste puisqu'elle arnaquera l'héritage du môme, se retrouve mêlée à tout plein de magouilles et in fine abandonne quand même sa gamine quand elle se retrouve obligée de quitter la ville à la cloche de bois afin de se soustraire à ses emmerdes. Face à ses parents en dessous de tout et maltraitants, comme dans la série 12 Letters auquel on a un peu envie de comparer la série, les deux gamins grandissent en se serrant les coudes, bien que ça n'ait pas démarré entre eux du tonnerre, et finissent par tomber amoureux, sauf que de nouvelles emmerdes qui envoient le type au trou l'obligent à chasser la fille pour son bien, jamais mon trope préféré de base, je le rappelle, afin qu'elle poursuive ses études et se sorte de leur cycle de la loose. 6 ans plus tard, elle revient alors qu'il est en train de monter un club de billard dans une situation précaire, et elle va tenter de s'imposer dans sa vie et réparer ce qui est potentiellement réparable. L'alchimie est bonne entre les deux acteurs, Song Wei-Long est magnifique et à fleur de peau dans le rôle, et même si je trouve que ça s'essouffle dans la deuxième partie, ça se regarde. Par contre, même si ça donne une très bonne scène, il faudrait vraiment que les Chinois regardent d'autres films que Titanic, c'est pas possible, vous savez qu'il existe d'autres films en Occident, même si je vous en veux pas de pas parler des films récents. Genius Girlfriend, petite série chinoise qui là aussi suit un couple sur plusieurs décennies avec là aussi un type en galère à cause de parents en dessous de tout et qui permet de retrouver Tian Siwei qui n'a pas repris de poids depuis Poursuite de la Jade, j'en ai peur. Elle est une jeune fille brillante, d'où le titre que je soupçonne légitimement d'être autiste Asperger du fait de ses difficultés relationnelles et qui n'a donc pas d'amis à l'école jusqu'à ce que déboule un petit jeune homme également bon élève qui devient son meilleur pote. Malheureusement, il doit repartir à Singapour, mais il se retrouve des années plus tard au lycée où s'esquisse un début de romance jusqu'à ce qu'à nouveau des galères familiales s'en mêlent et les séparent, forçant le type à se planquer pour ne pas se mettre en travers du brillant chemin de la jeune fille, très convenu mais plaisant et bonne alchimie entre les acteurs. Jewel in the Palace. Vicky nous ressort en ce moment des vieilleries, je devrais plutôt dire des classiques, et celui-là de 2003 manquait justement à ma collection, donc je me suis armée de courage face aux 54 épisodes de drama coréen, c'est peu de vous dire que j'ai beaucoup zappé. Est-ce que ça m'a plu ? Pas vraiment en fait, mais je me suis quand même infligé le tout comme une purge parce que je mesure que si cette série n'avait pas marché, les autres n'auraient pas pu courir derrière, et je l'ai vraiment davantage regardé en mode archéologie du drama qu'autre chose. Clairement, il s'est passé des choses radicales dans la manière de filmer et de jouer depuis. C'est trop lent pour notre époque moderne, c'est quelque peu compassé et pompeux, et le physique des acteurs n'avait évidemment rien à voir avec celui qu'on nous assène aujourd'hui. Des acteurs à barbe, ça paraît une dinguerie, et pourtant on était quand même plus proche de la réalité historique dans les vieilleries, jusqu'au fait que la majorité des acteurs et des actrices, bien que pas vilains, nous paraissent quelconques à l'aune des plastiques plus que parfaites des dramas du moment. Alors ce côté-là ne me dérange pas du tout, mais Dieu sait si je râle sur le balai dans le cul de la majorité de nos séries, alors imaginez ce que ça pouvait donner au début des années 2000, c'est plus un balai, c'est tout le placard à balai qui y passe. La romance entre la nénette et le garde ne sera pas la raison pour laquelle vous regarderez la série, alors très clairement, parce que c'est du slow burn qui va pas vous nourrir grand chose. J'ai envie de dire que vous serez là davantage pour les séquences de bouffe ainsi que tout ce qui a trait
trait à la médecine, puisque c'est en fait le vrai sujet de l'histoire qui relate, certes de manière romancée, le destin d'une réelle femme médecin à la cour de Josséon au XVIe siècle, avec dans la série une constellation familiale qui lui fait revivre peu ou prou la destinée de ses parents, qui étaient eux-mêmes au palais, elle en tant que cuisinière et lui en tant que garde. Comme quoi, c'est un éternel recommencement. Maintenant que c'est fait, ouf, je passe à autre chose, parce que le côté je murmure en permanence de l'actrice et la manière dont le type est constamment à bout de souffle et surpris, moi j'en pouvais plus. Je ne me sens quand même pas de le mettre dans les flops, parce que si ça a très mal vieilli en ce qui me concerne, je conçois, comme je l'ai dit, que la série ait eu une influence importante. Énorme succès à sa sortie, c'est une série qui est forcément à voir un jour ou l'autre quand on s'intéresse au dramaverse, parce qu'il a été copié et recopié dans bon nombre d'intrigues de séries coréennes et chinoises. My Lovely Samsoon. Autre séance de rattrapage qui manquait cruellement à ma dramathèque, c'est cette série coréenne de 2005 qui m'avait été chaudement recommandée par Aurélie ainsi que par Caudelia, que je salue au passage, et que je ne trouvais nulle part, mais Vicky a eu la bonne idée de le ressortir, ainsi que Jewel in the Palace dont je viens de vous parler, et donc voilà, c'est chose faite, j'ai enfin pu voir bébé Yoon Bin, et forcé de constater qu'à 22 ans, il crevait déjà l'écran dans un rôle de sale con quand même, qui a beaucoup de points communs, le jogging à paillettes en moins, avec le personnage et la dynamique de Secret Garden, puisqu'on a là aussi un mec arrogant et franchement mufle qui craque pour une nana qui n'est à la base pas du tout son genre. En l'occurrence, la nana c'est Samsoon qui pleure sur son prénom masculin, ses kilos en trop, et au début de la série, l'infidélité de son petit ami, et c'est dans ces circonstances qu'elle rencontre le perso masculin, patron de restaurant français chicos, qui a besoin d'une pâtissière. Alors coup de bol, Samsoon a étudié au cordon bleu, et la voilà donc embauchée entre 2 séances de fritage au sein du très chic hippopotamus que tient le mec. Aurélie m'en avait parlé, mais j'avoue que j'ai quand même halluciné en voyant l'enseigne et le look du resto qu'on nous vend comme un Michelin. Alors j'ai pas tout de suite accroché, j'avoue, et j'avais trop envie de baffer le mec non-stop, mais force est de constater que le charme a fini par agir, et en grande partie grâce à l'héroïne et son épatante interprète. Par contre, j'aurais quelques noms d'oiseaux à balancer à un scénario qui veut nous faire croire que l'actrice est grosse, parce qu'en dehors d'un visage tout rond et en dépit des 5 kilos en plus qui est censé te donner la caméra, dans quel monde est-ce que cette fille est en surpoids? Mais sérieusement, mais allez vous faire foutre, espèce de détraqué du bulbe. Bon, au final, je suis quand même ravie d'avoir pu voir ce grand classique. Il y a quand même quelques scènes bien gratinées qu'il faut avoir vues dans sa vie, notamment dans les toilettes, parce que les chiottes restent quand même un fil rouge de la série, je constate, depuis la scène de rencontre jusqu'à un baiser passionné, en passant par quelques moments assez cocasses. Spring over Phoenix Pound, série chinoise qui permet de retrouver Dong-Kai de Poursuite de la Jade, ici dans un plan reboot pour une héroïne qui meurt en pensant avoir été livrée en cadeau par son fiancé le jour des noces au prince héritier qui en pince pour la fille et est prêt à toutes les manipulations et dégueulasseries, ce qui nous permet d'avoir un villainous crush de bonne qualité dans cette série. Elle parvient à le tuer avant de mourir, mais du coup ça entraîne le duo dans un cycle de reboot où tous deux conservent leurs souvenirs et se livrent à nouveau au jeu du chat et de la souris, pendant que le fiancé joué par Dong-Kai n'a aucune idée de ce qui se trame autour de lui et pourquoi Nénette lui en veut tellement, alors que of course il retombe amoureux d'elle. C'est pas une série inoubliable, mais ça vaut le coup d'œil pour le villainous crush obsessionnel qui est assez gratiné. Mystic 9, série chinoise qui est la suite 10 ans plus tard d'une série où jouait déjà William Chan en compagnie à l'époque de Zanilia Zhao qui n'est plus dans le casting et qui a été la première série à l'époque à passer la barre des 10 milliards de vues, donc c'est vous dire si ce fut un carton qui lui donne une aura de série culte que je n'avais pas encore vue. Il y a eu tout un tas de spin-offs et d'histoires parallèles à cette première série qui est elle-même un préquel de toute la vague des séries Lost Tomb. Donc pour faire simple, imaginez un truc entre Tomb Raider, la momie et un escape game et puis vous avez l'idée du scénario. Alors qu'allais-je faire dans cette galère, puisqu'a priori ça n'est pas du tout mon genre de série et je vous confirme, ça n'est pas du tout mon genre de série, alors que pourtant très honnêtement je suis excellente cliente, ou je l'ai été en tout cas, des films d'aventure. Alors la réponse à cette question du pourquoi du comment je vous la garde pour plus tard, mais en effet ce genre de série n'est pas mon truc. Déjà par son absence de romance évidente, même si je lui reconnais des qualités visuelles et qu'on a une très bonne galerie d'acteurs là-dedans et je le place, mais en effet la série était très attendue de ses fans et a fait un carton cet été, ce qui est bon pour les acteurs parmi lesquels Jérémy Su et Joseph Zhang. Donc si c'est votre truc ou que vous en avez marre des séries à l'eau de rose, pourquoi pas, tous les goûts sont dans la nature, moi je m'en lasse pas, mais bon, chacun son truc. N'hésitez pas, c'est une production intéressante et j'ai trouvé également très intéressant l'épilogue en mode choisis ta fin, comme dans les livres dont vous êtes le héros. Format vertical. J'ai particulièrement tapé dans la poubelle à format vertical ce mois-ci, alors j'assume complètement ces choix pourris, ce qui me permet de ressortir quelques
quelques patates, parce que vous aurez ou pas remarqué que mes derniers mois de drama ne nous ont pas donné grand chose à bouffer du côté de la raclette. Donc pour ce mois de septembre qui commence pas trop mal, What a Good Girl, une série qui a cartonné en 2025 avec Keun et Yu-Yin qui forment un couple explosif à deux patates dans une ambiance assez tordue, voire perverse pour une jeune fille qui est élevée dans la famille de son père après la mort de ses parents dans un accident de voiture, et vas-y à fond dans le glauque parce que le tonton avait une fixette sur la belle-sœur et se montre du coup obsessionnel possessif avec la nièce qui est le sosie de la belle-sœur. Donc tu sens bien le cringe de la situation. Comme elle cherche à se sortir de la famille qui lui fait vivre la misère entre le tonton pervers et le reste de la famille qui la maltraite en permanence, Bichette a élaboré une stratégie, pas de vague officiellement, mais cherche à se barrer en mettant le grappin sur le premier type avec un peu de pouvoir, et ce sera notre perso principal, un fils de famille blasé et à la pas top réputation, sauf qu'il s'emballe pour la miss et sa manière très Hitchcockienne d'être le feu sous la glace, vu qu'elle lui propose un plan galipette le jour de leur rencontre derrière ses airs de Sainte-Nitouche. Si vous aimez les ambiances complexes, c'est la régalade en soulignant que le tordu est davantage dans l'entourage de la fille que dans la relation entre les deux persos, ce qui nous change quand même un peu de toutes nos séries dysfonctionnelles de base. La série a mis l'acteur dans le radar de beaucoup de monde et bah voilà, ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. My Wife, My Child. Là, on est sur un plan Nénette essaie de coucher avec son ex pour qu'il lui fasse un enfant parce qu'elle a besoin du cordon ombilical de ce nouveau bébé pour sauver sa gamine atteinte d'une leucémie, et Pépère est vénère parce qu'elle l'a abandonné cruellement 5 ans plus tôt alors qu'il était malade à l'hosto, en ignorant évidemment tout de l'existence de la gamine, et pour cause, puisque si Bichette a quitté Pépère, c'est sur l'ordre de la maman friquée du mec qui ne voulait pas soigner son fils tant qu'il traînait avec la nana. Magnifique exemple d'amour maternel, je tiens à le souligner. Bon bah vous avez tous les clichés de base, il lui en veut et la traite comme une merde, mais en même temps il reste amoureux et possessif. Il s'attache évidemment à la môme mais fait tout pour découvrir si oui ou non c'est sa gosse, et la mère et une bitch font des pieds et des mains pour contribuer à mettre la merde dans le couple. Rien de révolutionnaire, mais bon, ça fait le taf. Regret After Divorce, qu'on peut également trouver sous le titre Marriage Delayed avec l'actrice Chun Fang-tong de Maid's Revenge, que j'étais très surprise de retrouver en format vertical et que j'ai un moment hésité à reconnaître parce que je pense qu'ils l'ont mise au régime forcé ou sous Ozempic. Sinon le pitch, comme te l'annonce le titre, c'est un couple qui se sépare au début après un mariage contractuel d'1 an où la nana jouait le rôle de porte-bonheur pour la maladie du grand-père, ce qu'elle avait accepté parce qu'elle était amoureuse depuis un bail du garçon qui est assez froid avec elle mais couche quand même avec parce que après tout, puisqu'il y a le cul de la crémière, autant en profiter. Et je te le donne en 1000 et 1000, mais le jour même du divorce, ça recouche ensemble alors que mes mères faisaient la fête et se cherchaient un plan cul et que monsieur venait de se faire droguer en soirée. Ah, on a clairement une liberté de mœurs dans les formats verticaux qu'on n'a pas dans des séries plus conventionnelles, vous en conviendrez. Du coup, monsieur va réaliser un peu tard qu'il était amoureux de Bichette et lui courir après. On a une très bonne alchimie en tout cas du couple, ce qui me fait donner une patate bien méritée à la chose. I Will Seek You Out, série de 2024 avec un type devenu temporairement aveugle suite à un accident et dont prend soin une jeune fille qui lui a promis de lui révéler son identité le jour où il retrouve à la vue. Quelle idée à la con. Mais pas de bol, entre temps la bitch fiancée a fait son retour et donc Nénette se barre dans les malentendus. 5 ans plus tard, le type continue de la chercher obsessionnellement et pense enfin la reconnaître lorsque le boulot les met en présence, mais Bichette ne veut rien admettre et protège l'identité de la gamine qu'elle a eue donc après leur aventure de l'époque. En soi, tout ça c'est complètement con, mais ça se regarde bien si on pose son cerveau de côté. Ce que, à mon avis, ont fait les scénaristes de cette histoire pour l'écrire. Caught in His Lies, c'est une histoire où un fils de famille doit épouser la fille du premier amour de son père afin de pouvoir empocher l'héritage, et le mec il va donc en mode poker menteur quand il réalise que la fille en question est une nénette qu'il vient de rencontrer et qu'il a arnaqué sur la vente de son scooter de livraison quand il s'est retrouvé en panne sur la route. La prenant donc pour une pétroleuse, il n'a donc pas beaucoup de respect pour elle, mais Bichette est en fait une pauvre petite mémère courage et travailleuse qui est exploitée par son saloperie de petit ami infidèle et arnaqueur. Le fils de famille va vite craquer pour Nénette en découvrant toutes ses belles qualités et lui permet de prendre sa revanche sur le petit ami infidèle et sa bitch de copine, mais malheureusement tout le début de leur relation et leur mariage se base sur tout un tas de mensonges. Est-ce que ça va lui péter à la gueule? Je vous laisse deviner. C'est mignon et pas prise de tête. Miss Urologist Revenge. Bon alors quand j'ai vu le titre, alors j'ai craqué direct, et j'ai pas été déçue du voyage. On a en effet une urologue qui est envoyée vérifier au premier épisode le matos du mec principal, dont la grand-mère se désespère de le voir se marier et fréquenter des filles, vu qu'apparemment on a des doutes sur le fonctionnement. Du coup, ouf, il se porte bien dans le calbut et est étrangement réceptif à la jeune femme, ce qui lui fait proposer un mariage contractuel afin de calmer mamie qui veut le caser sans cesse. De son côté, Bichette accepte afin de mener à bien ses plans de vengeance pour rétablir la réputation de son paternel. Bon, en dehors
des prémices de la scène de rencontre du couple et de quelques moments bien cocasses autour du boulot de la fille, ça a très peu d'intérêt. Je donnerais surtout comme crédit à la série son héroïne peu conventionnelle et qui est pas du tout demoiselle en détresse. Elle manie très bien les petites comme les grosses aiguilles, ce qui est pratique dans son travail. The Unfinished Marriage. Alors là, on a un combo Regret After Divorce et I Will Seek You Out, puisqu'on a un divorce après un mariage contractuel où Donzel aimait quand même bien le mec et qui est partie quand elle est tombée en cloque parce qu'elle pensait que le mec ne l'aimait pas vraiment. 5 ans plus tard, elle revient au pays avec sa gosse prendre un poste à l'hôpital, mais il se retombe dessus et couche, et ça repart comme en 40 sur un plan cul entre adultes consentants, tandis qu'elle lui cache la paternité de la môme et que le type essaie de se la récupérer vu qu'il en était bien tombé amoureux et est, je te le donne en mille et mille, possessif envers elle. 2 patates bien méritées pour la chose qui a de très beaux bisous, du joli porno de la main et une suggestion de gâterie pour madame qui n'est pas banale dans nos séries, qui je le constate a été outrageusement censurée dans la version dispo sur Dailymotion, qui a carrément coupé la scène qui est la plus sexy de la série. Alors je vous rassure, la scène n'a pas sauté, que ce soit sur Itchy ou sur YouTube où vous pouvez également dénicher la série. Par contre, avait-on besoin de toute l'histoire d'échange de nana et de bitch salope au point d'essayer de sacrifier la gamine? Non, pas vraiment, hein. L'arc sexy nous suffisait bien car le type est bougrement efficace et à l'écro, et on est là pour ça. Temptation. Bon alors là, c'est le flop pour moi sur cette histoire où on retrouve le Pachemo Wang Kai-mu dans un plan vengeance de nénette dans le monde du parfum qui se retrouve à proposer un plan cul avec le jeune oncle de son fiancé bâtard, un classique de drama vertical j'ai envie de dire, mais franchement ça n'a ni queue ni tête et ça n'a même pas le sex appeal des séries sus-mentionnées qui fonctionnent pour leur sexy trash et l'alchimie entre les persos. Bref, le choix ne manque pas visiblement, donc ne perdez pas votre temps. Les flops. Overdue. Oh là là, le méga flop phénoménal, la claque d'anthologie que voilà pour une série que perso j'attendais avec beaucoup d'impatience, vu les images prometteuses de Zhang Lingre en seigneur de guerre républicain et une entrée en scène pas du tout dégueulasse, et un cast par ailleurs plutôt sympa. Et ben ça n'avait absolument aucun intérêt à part de jolis visuels, donc c'est un peu comme un magazine de mode sur le coin de table du salon ou chez la coiffeuse, tu feuillettes pour les images, mais c'est plat comme un sandwich SNCF, ça n'a aucune substance, ça part en plus dans tous les sens avec des expositions qui n'en finissent plus au lieu de simplement nous laisser tirer nos propres conclusions ou faire du storytelling par les images ou l'histoire. L'histoire d'amour est pénible et pesante, ça souffle constamment le chaud et le froid, le type est juste dans un parcours de la loose de vie de merde permanente entre ses dramas familiaux, d'avoir été rejeté par 2 familles dans un quiproquo de bébés échangés, de sa relation avec une nana qui dans ses plans vengeance lui en fait baver en permanence au point qu'il l'a cru morte et était inconsolable pendant des années pour la retrouver en fiancée de son frère aîné qui est le seul mec qui ait jamais été sympa avec lui. C'est dire la claque qui se prend, et en plus n'en jetez plus car elle lui fera un môme sans qu'il soit au courant et je préfère vous spoiler, mais en plus il crève à la fin. Alors super, hein. Alors quelle perte de temps, j'ai été perpétuellement frustrée, irritée, exaspérée par cette série, tout en étant dans le même temps incapable de la lâcher parce que j'étais obligée d'admirer de magnifiques plans de Zhang Lingre, donc c'était juste une torture parce que c'est très beau, mais c'est très nul. Love cannot be hidden. J'aurais préféré que l'amour reste caché pour ce mini-drama chinois avec Vincent Wei, le méchant de Maid's Revenge, dans un plan mec amoureux d'une nana qui souffre d'un Alzheimer précoce, et comme dans 50 First Dates avec Drew Barrymore, il doit sans cesse essayer de relancer son histoire d'amour qui part en couille quand elle l'oublie, ce qu'elle fait à chaque fois. C'est pas la joie et franchement, malgré un projet potentiellement intéressant, c'est bricolé n'importe comment, donc bon voilà, ça n'a pas d'intérêt. As Scheduled. Cette série chinoise n'est pas un flop total et commence pas mal, mais j'ai perdu en intérêt et j'ai trouvé ça globalement plutôt bof. Ça se passe dans le milieu des comédies musicales avec un chanteur pop à succès qui essaie de faire carrière dans le milieu des dramas mais est nul à chier. Donc ses agents essayent de lui rattraper sa carrière en le faisant embauché dans une production musicale dirigée par une metteuse en scène de talent qui n'est pas du tout emballée de base à l'idée, mais avec laquelle le type a eu un flirt d'un soir dans un piano bar où visiblement la connexion musicale et physique passait très bien entre eux. Le type est assez choupi et ça montre la production d'une pièce de théâtre chinoise, mais voilà, encore une fois, j'ai fini par regarder ça d'un œil tout en gardant l'autre sur mon portable. Love as Bait. Bonne surprise vraiment de retrouver Xing Xiaolin d'Eternal
Eternal Love, mais surtout en ce qui me concerne, l'adorable garde du corps de Yuan Yue dans Princess Agent, celui qui était au bout de sa vie à imaginer ce qui pouvait se passer dans la chambre à coucher de son mec pendant qu'il foutait le dawa avec Singa. Je considère d'ailleurs comme une occasion manquée le fait de ne pas l'avoir collé au casting de Shen-Li, ça aurait été sympa. Bref, ça faisait un bail que je n'avais pas vu dans une série et il est au casting de 2 dramas en ce moment, sauf que j'ai pas accroché à l'un et celui que j'ai regardé, donc Love as Bait, est un flop malgré la présence de l'actrice culottée d'Affinity. On est sur un docteur qui transmigre dans un roman période républicaine avec un mari qui peut pas l'encadrer et tout un tas de complots contre elle, mais ce sera décidément pas le bon mois pour les séries républicaines parce que ça n'a pas non plus beaucoup d'intérêt, c'est pas très réussi. The cloud is gone, the hibiscus remains. Autre mini-drama avec histoire de vengeance et empoisonnement vaudou avec un titre à coucher dehors avec un billet de logement, où un type veut se venger de son ancienne chérie qui aurait laissé crever toute son armée et devient la marionnette de la sœur de la nana qui apparemment a un contentieux avec cette dernière en plus d'une liaison avec un mec chelou. Évidemment la nana est innocente dans l'affaire et ça retombe amoureux. C'est alambiqué au possible, super bof et ça se termine pas bien donc passez à autre chose. She Who Blazes. Bon j'ai un contentieux de base avec cette histoire qui s'inspire de la période Tang où en effet la mode était aux courbes voluptueuses et où on a une ville où seules les rondes peuvent faire florès et avoir une place dans la société. Du coup une nénette mince trichouille en avalant des pilules magiques, ce qui fait d'elle la beauté de la ville, sur le point de convoler en juste noces et c'est à nouveau du fatsuit pour cette olympique à l'envers j'ai envie de dire. La question par contre de la cosmétique et de ses dangers dont je vous ai justement causé dans mon épisode consacré au Tang était on ne peut plus pertinent mais bien que ce soit pas atroce au niveau de la production, j'ai pas vraiment accroché plus que ça au perso et à l'histoire. Les Ningyi d'or, meilleur acteur. Les choix furent vraiment rudes ce mois-ci, ce qui fait que je vais me retrouver avec 2 mentions à chaque fois. Je nommerai donc pour meilleur acteur d'abord Song Wei-long, je crois que c'est une première dans le mois drama donc bienvenue à lui, mais je vais aussi faire un clin d'œil à Ding Yuxi pour son rôle très réussi de Road to Splendor où il alterne entre choupinerie délicate et dangerosité féroce. Vraiment j'ai pas compris ce qu'on lui reprochait, je trouve qu'il a vraiment beaucoup progressé dans son jeu et c'est son meilleur rôle pour moi. Bienvenue à lui aussi puisque c'est une première pour ces 2 acteurs. Meilleure actrice, j'allais nommer Wu Tinyan qui fait toujours le taf, mais au final j'ai décidé de nommer Kim Soon-ha que je ne connaissais pas du tout et que j'ai trouvé formidable et épatante dans My Lovely Samsoon. Meilleur acteur dans un second rôle, Liang Yongchi qui était le mari abaffé de Wu Tinyan dans The Double et hérite dans Promesse Royale d'un beau rôle complexe et intéressant qui lui permet de bien tirer son épingle du jeu. Alors je lui souhaite vraiment d'autres rôles plus consistants à l'avenir parce que je pense qu'il a des qualités, mais aussi chapeau à une sacrée présence d'acteur pour Oh Sung-tae qui joue formidablement bien les salopards qui foutent les toches. Alors sa tronche vous aura forcément marqué dans Squid Game saison 1, mais alors sachez que s'il est abonné au truand de la pire espèce, ce type est un amour sur Instagram où il multiplie les photos avec des chatons. Meilleure actrice dans un second rôle, Zhao Yiyi, dont j'observe depuis un moment la carrière après ses débuts fracassants dans l'inénarrable Roi Zhong, une série potache en mode pirate dont je ne me suis jamais remise et dont nous avions causé avec Aurélie sur la chaîne Lucasfilm parce que dire si c'est un ovni cette série, enfin bon, et c'est dire si elle revient de loin parce qu'elle est excellente et au passage également ravissante dans Promesse Royale où elle est plus qu'à la hauteur de Wu Tinyan. Je lui souhaite vraiment une bonne continuation et une carrière un peu plus importante. Je vais placer ici aussi Wen Zhenjiang dont c'est la 2e mention en actrice secondaire après The Glory où elle jouait le rôle de la maman de Chen Duling et qui campe ici une très charismatique Madame Yu dans Road to Splendor. Meilleure musique. Ce mois-ci est un très bon cru parce qu'on a de la bonne BO dans Love for You mais aussi dans Promesse Royale. N'empêche que malgré un mois solide où j'avais plein d'autres propositions, Road to Splendor défonce absolument tout, que ce soit dans le magnifique thème chanté par Liu Yuning qui donne beaucoup de sa personne dans des génériques en ce moment, mais aucune de ses chansons récentes n'était à mon avis au niveau de celle-ci. Je vais quand même ajouter, parce que je ne peux pas choisir entre les deux tellement je les adore, le thème féminin Birds Amidst the Clouds, une pure merveille interprétée par Xiao Hachi. Meilleure scène. Bon alors voilà, j'avoue sans honte parce que ici la honte s'en fout la mort, que la seule raison pour laquelle j'ai commencé Mystic 9 était dans le but unique de vous proposer William Chan pour le calendrier du mois, parce que j'avais vu passer la séquence baignoire avec Joseph Zong, donc merci de noter au passage mon dévouement extrême pour les auditrices à la recherche de pépites torse-poil à vous proposer, parce que sinon c'est vrai que ça aurait été un mois un peu pauvre, je vous le cache pas.
retrouvera également des copains dans la baignoire avec Royal Betrothal. Our Sticky Love. Love for You, mais faut pas cligner des yeux au moment où Song Wei-Long tombe la chemise. See You at Work Tomorrow. My Lovely Samsoon et le bébé abdo de Yoonbin dont les épaules ne portaient pas encore tout le Pacifique. The Cloud is Gone des Hibiscus Remains. Et pour clore l'affaire, le medley des formats verticaux qui nous sauve quand même toujours un peu l'affaire. Je retiendrai du mois les jolies scènes sous la pluie de Our Sticky Love, les scènes de toilette de My Lovely Samsoon, mais surtout le rendez-vous sur la montagne, la scène de séchage de Genius Girlfriend, le bain des copines, le bisou cicatrice, le bisou sucre et l'aphrodisiaque de Royal Betrothal. Et notre top sera bien évidemment trusté par The Road to Splendor qui m'a bien nourri, que ce soit la belle scène d'ouverture mêlant enterrement et noces comme dans Une Union Splendide, la rencontre par avant porno d'oreille, parce que j'avais jamais eu du porno d'oreille, mais voilà, maintenant on l'a, c'est bon, c'est fait. La manière dont il la protège du vent avec sa cape, c'est toujours un classique, hein. On a la pluie dans Moon Lovers et là on aura le vent. Tout l'érotisme subtil et élégant autour des mouchoirs de la fille dans plusieurs scènes et avec les deux mecs qui sont amoureux d'elle. Les moments où notre personnage masculin est prêt à s'humilier ou perdre sa dignité pour sa chérie, que ce soit se mettre à genoux pour servir de marchepied ou se couper les cheveux par signe de solidarité. Les scènes où il revient en assassin implacable, l'incroyable épisode de mariage avec l'altercation avec le père et la très touchante scène avec la maman, et tout ce drama nous changeait des scènes de mariage habituelles. C'était extrêmement bien joué et mis en scène. La nuit de noces n'est pas en reste parce qu'on a le tout premier baiser du couple qui est une merveille, et je donne vraiment ça au crédit du réal qui fait tourner de très belles scènes de bisous d'une grande sensualité et d'intimité dans ces séries, comme on a pu le voir avec Shadow Love et Prisoner of Beauty, où vraiment on y croit à fond. C'est beaucoup plus naturel que les scènes du type grosse lampe à l'arrière. Merci d'avoir suivi cet épisode. Alors figurez-vous qu'on nous sort tellement de bandes annonces en ce moment de séries potentiellement oufissimes, donc je me dis que la rentrée va être compliquée et que je vais être surchargée débordée. Donc je me prépare à ça comme une marathonienne, ce que je suis quand même un peu si regarder des dramas était une discipline olympique. J'espère en tout cas que je vous trouverai fidèle au post pour le débrief, tout comme j'espère retrouver en commentaire vos playlists du moment, vos coups de cœur ou coups de gueule. Bienvenue aux nouvelles et nouveaux abonnés. Un petit like, un partage à votre bon cœur afin de faire grandir la chaîne, mais surtout faire découvrir l'univers drama à toujours plus de fans de ce genre. Et on se retrouve bien sûr le mois prochain avec entre-temps, pour celles et ceux qui suivent la chaîne, un épisode consacré à une nouvelle période historique chinoise et ses costumes. Je pense que nous allons partir période Song, hein, ça me semble évident. En attendant, évidemment, bon binge watch.